Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui Hervé Assa Matsika, banquier d'affaires de profession. Il a été pendant très longtemps haut fonctionnaire à la Banque mondiale. Il vient aujourd'hui nous présenter son ouvrage intitulé « Lumineuse Afrique » publié en 3 tomes aux éditions L'Harmattan. Hervé Assa Matsika, bonjour. Bonjour, monsieur Émeric Tourignon. Merci de me recevoir. Alors, quand on est banquier d'affaires, on a été responsable dans les institutions de Bretton Woods. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous êtes auteur d'un ouvrage qui parle de l'Afrique et dans un aspect un peu culturel ? Bien. Écoutez, je pense que je suis africain et le demeure profondément à travers les traditions qui m'ont été transmises par ma famille et l'environnement dans lequel j'ai vécu. Et je dirais que l'Afrique a toujours constitué un point de repère et un ancrage important pour moi. Et la surprise que vous exprimez aujourd'hui de me voir m'intéresser plus précisément à l'Afrique ne résulte que de la publication du livre. Mais ce livre a nécessité une dizaine d'années de recherche et fait le point sur près d'une 40 années d'expérience professionnelle et un peu plus de vie, tout simplement. Donc je crois que lorsqu'on évolue dans le type d'environnement dans lequel j'ai évolué, c'est-à-dire des études et une vie professionnelle, d'abord en Afrique, ensuite en Europe et aux États-Unis, vous apprenez à parler et à être scolarisé dans une langue étrangère à l'Afrique, qui est le français en l'occurrence, et un peu plus tard l'anglais, l'allemand et les autres langues. Mais toutes ces langues sont des langues et des environnements et des systèmes académiques extérieurs à l'Afrique. Donc tous vos efforts pendant toutes ces années, pendant de très nombreuses années, sont plutôt focalisés sur la maîtrise de ces systèmes. Et donc vous avez des efforts qui sont déployés hors d'Afrique. Et donc votre parcours académique ou même votre expérience professionnelle est mesurée par rapport à votre maîtrise de ces systèmes. Ce n'est peut-être que beaucoup plus tard, lorsque vous avez achevé votre parcours académique et que vous êtes bien établi professionnellement, que vous pouvez peut-être vous permettre à ce moment-là de dévoter un peu de temps ou de consacrer un peu de temps, je dirais, à ce qui vous est propre, c'est-à-dire l'Afrique. Ça, c'est une première réponse. Le premier tome de votre ouvrage que vous avez titré « Graines d'ébène » est comme une réponse que vous donnez à ceux qui disent et qui le clament que l'Afrique ou l'histoire de l'Afrique n'a commencé qu'avec la colonisation. Est-ce que quand je le dis, je suis dans le vrai? Vous êtes partiellement dans le vrai. Partiellement dans le vrai. Je vais prendre peut-être une seconde pour expliquer pourquoi cette trilogie s'intitule « Lumineuse Afrique ». Par bien des égards, pendant de nombreux siècles, tout ce que nous avons entendu et lu sur l'Afrique traduisait ou représentait une Afrique des ténèbres. Je pense à Joseph Conrad, son livre sur les ténèbres de l'Afrique. Je pense à Thierry Michel, qui a repris il y a quelques années, un cinéaste belge, les mêmes expressions. Et ensuite, c'est la misère, la famine et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, ce livre tente à montrer qu'il existe à travers l'Afrique, dans son passé et dans son présent, des pépites, qu'il existe des aspects lumineux. Je les ai rencontrés et j'ai voulu les partager. Des aspects lumineux. J'ai été surpris quand j'ai vu certains détails. Avant d'en parler, je veux lire un extrait du tome 1. Vous dites dedans, je cite, « De tout temps, les Noirs ont toujours joué un rôle important dans l'histoire du monde. » Fin de citation. Vous dites par exemple que ce sont les Africains qui ont été les premiers à découvrir l'Amérique et pas Christophe Colomb. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais je le cite. Et dit comme ça, effectivement, cela peut vous paraître surprenant par rapport à tout ce que nous avons appris, mais cela mérite d'être mis un peu en contexte. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons appris, par toujours, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais lorsque l'on élargit nos lectures et qu'on s'intéresse à bien d'autres, comme Ivan de Sertima, et c'est celui-là qui a écrit « They were there before Christopher Columbus », ce qui veut dire en français « Ils y étaient arrivés avant Christophe Colomb », ce qui laisse penser qu'à travers les choses qui ont été observées, et je pense particulièrement à des grandes statues qui pèsent une centaine de tonnes, qui existent chez les Olmèques au Mexique et qui représentent des sujets africains.
Alors, ces statues ont été datées au carbone 14 et montrent qu'elles sont antérieures à l'arrivée de Christophe Colomb, ce qui vous montre déjà des éléments qui peuvent montrer qu'il y a eu une présence africaine sur les terres du Mexique avant Christophe Colomb. C'en est une. Il en est d'autres qui montrent, lorsqu'on étudie l'histoire de l'Empire du Mali, quand on parle de l'empereur Kanka Moussa, que son frère avait envoyé près de 200 bateaux aux Amériques, il n'en est revenu pratiquement aucun pour la première fois, mais la deuxième fois il l'a fait, près de 20 bateaux sont revenus. Ce qui veut dire que lorsque l'on analyse rien que les mouvements des ondes, de l'eau, de l'océan, naturellement, et que l'on place certains objets sur la côte africaine, ils peuvent dériver par la dérive des océans jusqu'aux Amériques. Donc il y a toute une série de choses, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais qui montrent qu'il y a eu des mouvements de l'Afrique vers les Amériques, et même de la partie africaine, je dirais, donc là je viens de parler de la côte ouest africaine, mais également de la côte de l'Est vers les Amériques, sans parler naturellement des grands navigateurs égyptiens et chinois qui peuvent aujourd'hui dont on peut penser qu'ils ont pu s'y trouver avant Christophe Colomb. Donc il y a toute une série d'études, d'analyses, de recherches dans ce sens. Et donc ce que je dis là en citant Yvan Nefertima sont les résultats de ce type de choses qui font réfléchir. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic et vous a poussé à vous intéresser à ce pan de l'histoire de l'Afrique, une restauration en quelque sorte des mémoires de l'Afrique? Alors, il y a deux choses principalement. La première, ça a été simplement des questionnements de mes enfants. J'ai des enfants qui sont nés aux États-Unis de parents africains et qui s'étonnaient, dès qu'ils ont pu parler, marcher et s'intéresser un peu à ce qui se passait autour d'eux, qui m'ont dit « Mais alors, papa, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup d'Africains. » Nous nous sommes rendus, mes enfants et moi, à Atlanta, en Géorgie, et à Philadelphie, en Pennsylvanie, qui sont deux villes où la population noire est assez importante. Donc mes enfants pensaient naturellement que comme nous sommes Congolais de Brazzaville, les Africains qu'on voyait autour de nous l'étaient également. Donc ils m'ont dit, écoute papa, il y a beaucoup de Congolais ici. J'ai dit non, pas exactement. Et donc je me suis retrouvé en situation de devoir leur expliquer que ces Africains avaient été déportés par le fait de l'esclavage et de leur expliquer ce que c'était. Et par la force des choses, vous êtes devenu un chercheur en histoire. Premier élément. Deuxième élément, au cours d'un autre voyage, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, alors mon fils aîné me dit, papa, cette fois-ci, ce sont des Congolais, ceux-là. Je dis non, ils sont ivoiriens, il fallait que j'explique pourquoi. Ces amis qui étaient des cousins, qui étaient semblables à nous, portaient une nationalité différente. Et c'était le fait du colonialisme que j'ai dû leur expliquer. Voilà un peu pourquoi, par la force des choses, en réponse à ces interrogations de mes enfants, je me suis intéressé à ces questions. Mais au-delà de cela, je viens de passer près de 40 années à travailler dans la finance internationale, dans des banques d'affaires privées et dans le groupe de la Banque mondiale, en m'intéressant particulièrement au développement des pays du monde. Je me suis rendu compte que cette dimension historique et culturelle était importante et semblait ne pas avoir le poids qu'elle devrait avoir dans les programmes de développement de nos pays. Voilà pourquoi je m'y suis intéressé dans les deux premiers tomes de ce livre et pour esquisser vers la fin des pistes de solutions pour le développement de nos pays. Avant d'arriver aux pistes de solutions, quand je lisais le tome 2 que vous avez titré « Amerigo, l'héritage inattendu », on y trouve des démonstrations de l'histoire africaine, des architectures de certaines villes américaines. On peut se dire, quand on voit certaines images que vous avez publiées dans l'ouvrage, que l'architecture de certaines villes des États-Unis a été inspirée par l'architecture qu'on remarque, par exemple, au Mali, dans les villes comme Tombouctou. Vous avez dû être très surpris, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, le monde comprend 5 à 6 continents. Et je demeure persuadé que tous ces 6 continents ont quelque chose à apporter, n'est-ce pas? Y inclut le continent africain. Donc, j'ai été très surpris, comme vous, de remarquer
ces aspects qui ont été soulignés par des chercheurs, qui sont documentés. Donc chaque chose que je dis est référencée par le livre dans lequel je l'ai trouvé, par les journaux que j'ai lus et les auteurs de ces différents documents, institutions comprises. Ce qui veut dire qu'il est important de savoir que tous les continents ont quelque chose à apporter, y compris l'Afrique. Et si l'Afrique a beaucoup contribué à l'évolution historique, culturelle, sociale de notre monde, il n'est que justice de le faire savoir et de le rappeler. Cela a une incidence importante, tant au niveau de l'Afrique, des États que nous avons en construction, mais également de l'insertion, l'intégration des jeunes Africains, y compris les Maghrébins, dans les sociétés plurielles d'Europe dans lesquelles ils vivent. Pourquoi ? Parce que nous vivons et avons étudié en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans toutes ces sociétés, sans avoir de modèle. Je me souviens avoir vu dans les classes que j'ai fréquentées des portraits de Pasteur, Jenner, Pierre et Marie Curie, j'en passe. Cela les honore, naturellement. Mais je n'ai jamais vu de photos de savants africains. Et cela nous aurait certainement confortés et encouragés à en voir. On connaît beaucoup plus Cheikh Anta Diop, mais il y en a eu beaucoup avant lui. Bien sûr, et heureusement, Cheikh Anta Diop a laissé des disciples très nombreux qui ont continué à travailler, comme M. Théophile Obenga du Congo-Brazzaville, M. Jean-Pierre Omutunde, français d'origine guadeloupéenne, etc., etc. Je pense que ce sont des voies et des pistes qui ont été mises en avant et qui nous aident à comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Une histoire riche, avec un passé dont on peut être fier, mais pourquoi, malgré tous ces potentiels, l'Afrique peine quand même à décoller aujourd'hui? Et cela, c'est un fait. Naturellement, je crois que les raisons sont multiples, mais il nous appartient, en tant qu'Africains et tous les amis de l'Afrique associés, à intensifier nos efforts dans la recherche de solutions. Nous avons, par exemple, analysé le développement de l'Afrique en termes de rattrapage, de développement d'infrastructures, par exemple, ou de niveau de vie et de niveau de société par rapport aux sociétés occidentales et européennes. Ce que nous proposons ici, et ce qui a fait l'objet de cette étude et qui comprend les résultats de ces études, c'est de se dire, mais écoutez, nous convenons tous aujourd'hui que l'Afrique a été le berceau de l'humanité, n'est-ce pas ? Et qu'il a existé en Afrique de très nombreux royaumes, le royaume de Songhai, le royaume d'Abomey, au Bénin, naturellement, le royaume du Mali, qui était un très grand empire, le royaume Congo, naturellement, en Afrique centrale. Et ces royaumes, semble-t-il, étaient développés, structurés, tant au niveau administratif qu'au social. Et on peut s'étonner pourquoi l'on ne pourrait pas regarder plus profondément dans ces royaumes et dans ces cultures des ressorts qui pourraient nous aider à aller plus loin dans l'Afrique. Lorsqu'on parle d'histoire, par exemple, l'historicité, Cheikh Anta Diop nous démontre que l'historicité de l'Afrique est celle qui démontre l'une des plus grandes créativités. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut être créatif dans le domaine scientifique, et il y a aujourd'hui de nombreux textes qui montrent que les mathématiques, l'astrologie, la médecine, et que sais-je, ont trouvé également leurs origines en Afrique. Donc, quand on est parti d'aussitôt, comment, dans une Afrique ou dans une Égypte antique noire, où il y avait des écoles de vie qui étaient des sortes d'académies brillantes, qui ont Pythagore a étudié, par exemple. Pythagore, Platon, Thalès, Euclide et bien d'autres. Pourquoi et comment on peut se dire aujourd'hui qu'on soit arrivé au point où nous sommes ? Alors, regardons dans notre passé. Il y a un proverbe ghanéen qui dit, c'est le mythe du Sankofa. Il dit, regardez en arrière, regardez dans votre passé, scrutez le passé et identifiez des solutions qui pourront vous aider à mieux préparer l'avenir. Et je crois que c'est un peu ce schéma ou ce symbole Monsieur Assa, qui vous dites résume, de belles choses, qui résume toute la démarche que nous sommes tenus par le temps. Qui Je vais résume vous toute la laisser démarche. une trentaine de secondes pour compléter vos idées. Nous allons conclure cet entretien. OK. Vous y êtes ? Oui. Bien. Écoutez, la démonstration que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est que
Il y a aujourd'hui un fort potentiel en Afrique d'accroître son développement. Tout le monde en est convaincu. Il existe en Afrique pratiquement 60% des terres arables dans le monde et 75% des ressources stratégiques. Et en 2050, un habitant sur la Terre, sur 4, sera africain. C'est un énorme potentiel. Donc moi, je crois qu'on peut réaliser énormément à partir de là, mais au-delà de tous les schémas de développement qui ont été décrits, il y a 2 ou 3 choses importantes qu'il faut y ajouter. La première, c'est ce que j'appelle la dimension diasporique, c'est-à-dire que l'Afrique ne pourra jamais se développer si elle se coupe totalement de sa diaspora qui essaimait à travers le monde entier. La deuxième, c'est la créativité de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas penser au développement de pays comme le Nigeria, les 2 Congos, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et bien d'autres, sans incorporer les industries créatives qui sont le cinéma, la musique, les arts, etc., etc. Voilà un tout petit peu le pari dans lequel nous nous lançons et nous pensons nous associer à tous ceux qui souhaiteront se développer dans ce sens-là, que ce soit à travers les entreprises d'État, que ce soit à travers des fondations, des initiatives privées ou tout simplement des initiatives culturelles pour l'Afrique. Hervé Assa, merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Aymeric Torregnon. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Télé Sud et suivez nos programmes.